Shivanga signifie devenir un anga. Vous savez ce qu'est un anga? Un membre de Shiva. Vous êtes de toute façon un membre de Shiva, d'accord? Shiva signifie ce qui n'est pas. L'immense corps de ce qui n'est pas a quelques membres, vous savez? L'un peut être une galaxie, l'autre peut être une étoile, l'autre peut être un système solaire, l'autre peut être une planète, l'autre peut être un atome, un autre peut être vous. Mais tous sont juste des membres de Shiva, n'est-ce pas? Parce que tout est parti de rien. Vous êtes un membre de Shiva, mais vous vivez sans cette conscience. Pouvez-vous exister ici sans être connecté au reste de l'univers? Quand je dis l'univers, pas les étoiles, ceci, cela, sans être connecté au rien de l'univers, pouvez-vous exister ici un seul instant? Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? De toute façon, vous êtes une extension de Shiva. Shiva. Je veux que vous sortiez de cette idée, je veux vous sortir le dieu de calendrier de la tête, pour comprendre que Shiva signifie l'expansion illimitée de l'existence, ou ce qui n'existe pas. Votre existence est un membre de cela. Que vous soyez un atome, ou un homme, ou une femme, ou un arbre, ou une planète, ou un système solaire, ou un univers, vous êtes toujours un Shivanga. Mais vous vivez sans cette connexion, sans être conscient de cette connexion. La nature de l'existence humaine est telle que tout ce dont vous n'êtes pas conscient n'existe même pas pour vous, n'est-ce pas? Oui. Seul ce dont vous êtes conscient existe pour vous. Ce dont vous n'êtes pas conscient, aussi grand que ce soit, ce n'est pas... ça n'existe pas du tout pour vous. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle, vous êtes déjà un membre de Shiva, mais on veut vous en faire prendre conscience expérientiellement, pas comme une philosophie, pas comme une idéologie, pas comme l'enseignement de quelqu'un, mais expérientiellement. Donc tout un processus est mis en place pour vous faire passer par tout ce processus, pour en arriver à cette expérience, établir ça dans votre vie, que vous êtes réellement un membre de Shiva. Si vous vous sentiez connecté à tout l'univers, auriez-vous peur? Vous sentiriez-vous seul? Auriez-vous à lutter dans ce monde? Oui. Ce n'est que parce que vous pensez que vous êtes une existence séparée, que vous êtes un fragment d'existence unique, pas connecté à la moindre chose autour de vous ou à quiconque autour de vous, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a de la solitude, qu'il y a des difficultés, qu'il y a de la peur, n'est-ce pas? Et qu'il y a la mort. Si vous êtes un membre de Shiva, si vous mourrez en lui. Où est le problème? Si dans votre expérience vous étiez une extension de cet immense rien, si ceci s'écroule, que va-t-il se passer? Vous allez juste devenir une partie de cela, où est le problème? C'est seulement parce que cette expérience n'est pas là que chaque petit processus est une grande lutte. Tout est une lutte maintenant. La naissance est une grande lutte, grandir est une grande lutte, vieillir est une lutte, mourir est une grande lutte. Tout cela devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est un processus naturel. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour grandir. N'est-ce pas? Oui ou non? Ça a lieu. Qu'avez-vous à faire? Ça a simplement lieu. Vous devez juste le faciliter, c'est tout. Mais vous en faites toute une histoire parce que vous pensez que vous faites tourner la planète. Vous pensez que vous dirigez tout l'univers. Et vous pensez que vous devez tout gérer. Non. Si vous êtes connecté au processus illimité de l'existence, le limité aura lieu sans effort. Votre corps, votre mental, votre vie, votre processus spirituel, votre mukti devrait avoir lieu sans effort, parce que c'est naturel pour un être humain. Si vous plantez un noyau de mangue, un manguier, vous n'avez pas besoin d'aller expliquer au manguier comment produire une mangue, n'est-ce pas? S'il est bien nourri, il va produire des mangues. De même, si un être humain est pleinement nourri et devient un être humain pleinement épanoui, être éveillé, être libéré devrait être un processus naturel. C'est la nature de la vie. Ce n'est pas quelque chose que je dois vous forcer à faire. C'est quelque chose qui devrait avoir lieu. Comme vous avez l'impression d'être une existence séparée, en ce moment, vous êtes inconscient de votre unité avec le reste. C'est pour ça que la lutte continue. Que ce soit la santé, l'équilibre mental, la peur, devenir joyeux, toutes ces choses sont seulement basées là-dessus.
qu'en ce moment, vous avez l'illusion de croire que vous êtes une existence séparée. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, fermez juste la bouche, bouchez-vous le nez comme ça pendant 2 minutes. Vous allez comprendre que vous êtes connecté au reste de l'existence. Oui ou non? Si vous devenez vraiment séparé, vous allez tomber raide. Vous allez cesser d'exister. Votre existence n'est possible que grâce à la connexion. Mais quel malheur, quand vous êtes connecté à quelque chose de si phénoménal, de ne pas en être conscient, de ne pas le connaître, de ne pas éprouver la joie de la chose. Je pense que c'est un crime. Donc Shivanga, c'est juste pour éviter ce crime. Ça aura d'immenses bienfaits en termes de santé, bien-être, tout, mais ce ne sont que des effets secondaires. Ces choses ne me préoccupent même pas. Si elles vous préoccupent, je vous le dis. Équilibre physique, équilibre mental, santé, bien-être, ces choses auront lieu. Mais je trouve que ça ne devrait même pas être une préoccupation pour un être humain, parce que chaque cellule de votre corps est faite pour être en bonne santé. La maladie n'arrive que parce que, quelque part, on n'est plus en phase avec ça. Si on se connecte à cette dimension de la vie, la santé, le bien-être, la prospérité, ces choses devraient avoir lieu. Par-dessus tout, vivre dans la félicité est un processus naturel. J'ai très peur de m'ouvrir aux gens à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Je me sens mal à l'aise et je m'échappe. Est-ce un problème mental ou je ne suis pas adapté à la société? Que dois-je faire? Donc, vous êtes exagérément anxieux à l'idée de rencontrer des gens, d'interagir avec des gens. Vous avez entendu parler du mot yoga? Quand je dis yoga, vous pensez immédiatement à vous contorsionner, non? Le mot yoga veut dire union. Union veut dire... Vous voyez, dans votre expérience de la vie, il y a vous, et il y a le monde. Donc c'est vous contre l'univers en réalité. Vous contre l'univers est une compétition qu'il vaut mieux éviter. Allô? Avez-vous une quelconque chance de la gagner? Vous entrez en compétition avec l'univers. Y a-t-il une chance de la gagner, cette compétition? Non. On n'entre pas en compétition avec l'univers, donc nous avons trouvé une méthode appelée yoga. Yoga signifie union. Cela signifie que consciemment vous effacez les limites de votre individualité pour qu'il n'y ait rien de tel que vous et l'univers. Les deux semblent faire un. Vous devez faire un peu de yoga, autrement, votre esprit va être distordu avec toutes sortes d'idées, d'émotions et d'opinions. Si vous l'ouvrez un petit peu, si vous effacez les limites de votre individualité, c'est très facile, parce que lorsque vous êtes assis ici, vous voyez cette personne comme une partie de vous-même. Vous n'avez aucun préjugé à son propos, que ce soit un homme ou une femme ou un enfant ou un animal. Vous n'avez pas de problème. Avec tout, vous allez communiquer de façon absolue parce que vous avez ouvert vos limites. Si vous avez bétonné vos limites, ceci c'est moi, alors avec cela, vous allez toujours avoir un problème. Si c'est un homme, c'est une sorte de problème. Si c'est une femme, une autre sorte de problème. Si c'est un animal, une autre sorte de problème. Je vais vous dire, ça va peut-être sonner... Comment savoir si on est totalement à l'aise ou pas? Quelqu'un m'a posé la question récemment. J'ai répondu, on peut vous faire le test du cobra. Test du cobra veut dire... Dès mon enfance, j'ai été dans les jungles des Ghats occidentaux. Dans la nature, beaucoup de ces animaux, en particulier s'ils sont venimeux, leur manière de percevoir la vie passe par la chimie. Ils regardent votre chimie. Si vous faites preuve d'un peu d'anxiété, ils vont vous attaquer. Sinon, non. Donc si vous pouvez juste ramasser un cobra comme ça, sans le tenir par la tête, mais juste comme ça, et s'il n'est pas perturbé, ça veut dire que vous êtes à l'aise. S'il vous attaque, vous n'êtes pas à l'aise. C'est le test du cobra. Je fais passer le test du cobra à certaines personnes, juste pour vérifier s'ils sont vraiment à l'aise. Je peux ramasser un cobra à tout instant, il vient simplement à moi. Des cobras, tous vivants?
Bien sûr, elles demandent s'ils sont vivants. Voyez-vous, quand je vivais dans la jungle tout seul, sans aide extérieure, le seul équipement technologique que j'ai, c'est une montre. Ok? Et pas de téléphone, pas de lampe, rien. Dans la jungle, tout seul, et de la nourriture. Donc les gens se demandaient toujours, comment fait-il pour survivre pendant des semaines? Eh bien, je buvais beaucoup de miel. Du miel, il y a des ruches là-bas. Les ruches sont toujours construites sur cette branche de l'arbre qu'un ours ne peut pas atteindre. Les Ghats occidentaux sont pleins d'ours à miel. Ils les atteignent et boivent tout le miel. Donc, les abeilles vont construire la ruche sur une branche telle que, si l'ours y va, la branche va casser, à cause de son poids. Donc me voilà qui grimpe lentement. Je gardais toujours un petit tube à essence en plus sur ma moto. Juste un tube en plastique de 30 à 50 cm de long. J'allais l'introduire dans la ruche et simplement, je buvais de 1 demi-litre à 1 litre de miel. Ça me nourrissait pour la journée. Mais les abeilles pensent que je suis qu'une grosse abeille de plus. Si vous laissez transparaître un peu d'anxiété, elles vont vous piquer. Si 8 ou 10 d'entre elles vous piquent sur le visage, vous allez étouffer et mourir. Si elles vous piquent à l'intérieur de la bouche, une seule suffit, ça vous tuera. Mais je buvais toujours du miel et je survivais. Elles ne m'ont jamais piqué. Parce qu'elles perçoivent votre chimie. Donc il est temps que vous travailliez à vous rendre à l'aise, pas seulement avec d'autres personnes, juste avec la vie. La vie que vous êtes doit être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne réaliserez jamais votre plein potentiel. Et par-dessus tout, voyez-vous, en chaque être humain, il y a un certain génie. Mais 99% des gens vivent et meurent sans jamais exprimer le génie en eux. Pour qu'il s'exprime, pour que le véritable potentiel en vous s'exprime, votre vie doit atteindre un état d'aise. Il y a toute une science et technologie appelée yoga, pas seulement des contorsions et des galipettes. Elle aborde comment gérer votre corps, comment gérer votre chimie, comment gérer vos énergies, comment gérer vos fluctuations mentales. Si vous amenez ceci à un certain niveau, vous êtes à l'aise. Lorsque vous êtes à l'aise, s'il y a cette personne-ci, cette personne-là, animal, diable, qui que ce soit qui arrive, vous êtes à l'aise. Que vous soyez à l'aise est extrêmement important. Autrement, vous ne ferez pas l'expérience de la vie telle qu'elle est. Dans l'agitation, tout est déformé. Namaskaram Sadhguru. Alors j'aimerais connaître la vérité sur la renaissance et la réincarnation. Dans un de mes films, je joue un personnage qui renaît avec les mêmes traits. Est-ce que c'est vraiment possible? Namaskaram, Kajal. Lorsque vous dites renaissance, essentiellement vous demandez ce qui se passe après la mort. Eh bien, certaines choses, la meilleure façon de les connaître, c'est d'en faire l'expérience. Je suis sûr que vous n'êtes pas prête pour cela. Et je ne veux pas non plus que vous alliez dans cette direction. Si je vous dis, la réincarnation existe, quelles sont les options que vous avez? Y croire ou ne pas y croire? N'est-ce pas? Si vous croyez ce que je dis, vous avez juste une histoire fantaisiste à vous raconter. Si vous n'y croyez pas, vous avez quelque chose à réfuter. Dans les deux cas, ça ne produira que du divertissement. Rien d'autre ne se produira, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment savoir, vous devrez en avoir la volonté. Si vous avez la volonté de vous y employer, il y a un moyen de savoir. Dans ma vie, c'est une réalité bien vivante. Les 3 dernières vies, pour moi, sont au même endroit, le même travail, dans une certaine mesure, les mêmes personnes. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans votre expérience, vous ne devriez pas croire ces non-sens. Ne croyez rien, ne réfutez rien, mais si vous prêtez simplement attention à vous-même, vous pouvez voir que le corps que vous avez est quelque chose que vous avez lentement accumulé. Donc le corps que vous avez est une partie de cette planète, en fait. Le mental que vous avez est un tas d'impressions que vous avez rassemblées. Alors qu'est-ce que c'est qui accumule ce tas de nourriture et ce tas d'informations que sont le mental et le corps? Cette dimension est au-delà de la naissance et de la renaissance. Vous allez peut-être à nouveau accumuler un autre corps et un autre mental, mais essentiellement, la vie en tant que telle reste la même chose.
Donc, quand il s'agit de la vie, vous devez comprendre, il y a quelque chose qui s'appelle mon corps et ton corps, il y a quelque chose qui s'appelle mon esprit et ton esprit, mais il n'y a rien de tel que ma vie et ta vie. La vie n'est qu'un événement cosmique. Ce cosmos est vivant. La quantité de vie que vous capturez déterminera l'ampleur de votre vie. Quelle est la portée et l'étendue de votre vie dépendra simplement de la quantité de vie que vous avez capturée en vous. Toute la science du yoga ne concerne que cela. Comment rendre cette vie super enrichie, de sorte que la portée et l'étendue de cette vie soient aussi grandes que possible. Être attaché à quelqu'un ne concerne pas l'autre personne. Cela concerne votre propre sentiment d'insuffisance. Eh bien, aimer la vie autour de nous, les gens autour de nous, est un processus naturel. Et l'amour est une force libératrice. Mais l'attachement est un processus qui nous emmêle. Nous devons comprendre cela. Attachement ne veut pas dire affection. Attachement ne veut pas dire amour. Attachement ne veut pas dire qu'on apprécie quelqu'un. Attachement signifie simplement que vous êtes coincé de telle manière qu'ensuite vous allez dire « Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas marcher sans béquille. Et je ne peux pas vivre sans toi. » Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Ce n'est pas que vous n'accordez pas de valeur à une autre vie. Ce n'est pas que vous ne vous liez pas aux gens. Se lier, c'est bien, mais l'attachement est une servitude. Si vous choisissez de vous lier à toutes les vies autour de vous, il n'y a pas de problème. Ou juste à une vie autour de vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous créez de la servitude, alors vous avez détruit la possibilité du désir fondamental en vous, qui est la liberté. C'est pourquoi cette culture a fait l'éloge de la liberté comme étant l'objectif le plus élevé, le seul but. Si vous êtes né dans cette culture, ou où que vous soyez, le seul but pour un être humain est de devenir libre, d'aller au-delà de toutes les servitudes et de se lier à la source de la création. Mettre un enfant au monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas que les enfants c'est mal, on était tous des enfants il y a quelque temps. Il ne s'agit pas de savoir si les enfants c'est bien ou mal, c'est une question stupide. Ce n'est même pas une pensée, d'accord? C'est une chose stupide de se demander si c'est bien ou mal. C'est juste que... il fut un temps où une femme avait facilement une douzaine d'enfants au cours de sa vie. Et c'était normal. 3, 4 d'entre eux mouraient, 7, 8 vivaient. C'était normal. Maintenant, la plupart des femmes qui ont des enfants ici en ont probablement 2. Certains se sont faufilés et ça en fait 3. En général, la plupart des femmes ont... Y a-t-il beaucoup de femmes? Laissez les femmes de plus de 50, 60 ans. Les femmes plus jeunes, y a-t-il quelqu'un qui a 4, 5 enfants ici? Presque personne, n'est-ce pas? Mais si vous posiez cette question il y a environ 50 ans, quasiment toutes les femmes, au début de la trentaine, auraient eu 5 enfants ou 6 enfants. Donc vous, quelque part, vous êtes devenu sensé. Vous avez décidé qu'au lieu d'en avoir 6, ayons-en 2 ou 1. Donc si vous pouvez avoir au moins ce niveau de bon sens, en ce moment, on en est à un stade où, si on doit nourrir, vêtir et offrir une vie décente à ces 7 milliards de personnes, on a besoin, pour les niveaux de vie qu'on a en tête, pour les niveaux auxquels la plupart des gens aspirent, on doit importer nos ressources d'au moins 3 autres planètes Terre.
Il nous faut au moins 3 planètes de plus. On pourrait le faire. C'est juste qu'elles ne sont pas là. Si elles étaient là, pas de problème. On aurait pu aller tirer une planète près de nous et utiliser cette planète, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve cette autre, c'est bien de modérer votre reproduction. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on trouve des planètes en plus où l'on peut exporter notre population, c'est bien de modérer votre reproduction. Autrement, personne ne vivra bien sur cette planète. Peu importe quelle technologie vous apportez, peu importe ce que vous faites, personne ne vivra bien sur cette planète si vous continuez à augmenter. Quand je dis continuer à augmenter, je veux que vous compreniez le niveau d'accroissement qu'on a causé. Au début du XXe siècle, on n'était que 1,5 milliard de personnes sur cette planète. En un siècle, en 110 ans, on atteint les 7 milliards de personnes. Et on est technologiquement plus avancé que jamais auparavant. Ce que 1000 hommes ne pouvaient pas faire, pouvaient faire. Aujourd'hui, un homme peut le faire, du fait des machines et autre chose qu'on a. Maintenant, les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, on sera 9,6 milliards. À 9,6 milliards de personnes, même si la Terre est exploitée au rythme actuel ou bien plus, chacun de nous devra vivre avec 40% de ressources en moins par rapport à aujourd'hui. Quand je dis ressources, ne pensez pas à des choses luxueuses, je parle de nourriture, d'eau, d'air, ces ressources-là. Vous allez devoir vivre avec 40% de moins. Ça veut dire que personne ne vivra bien. Oui. Seules quelques personnes qui contrôlent certaines choses iront bien. Toutes les autres souffriront énormément. Donc, juste selon les fantaisies de chacun, continuez à faire des choses. L'humanité ne peut plus se le permettre. Il est temps que les êtres humains fonctionnent consciemment. Que juste arriver à 0% de croissance ne suffit pas. On doit passer en négatif. Au lieu de prédire qu'en 2050 on sera 9,6, pourquoi ne peut-on pas déterminer que d'ici 2050 on sera 3,5 ou 4 milliards de personnes? Être humain signifie tout faire consciemment. Qu'est-ce que cette compulsion d'avoir un enfant? D'une part, c'est biologique. Biologiquement, avoir un enfant n'est pas une expérience agréable, laissez-moi vous le dire. Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un qui a accouché. C'est juste la satisfaction d'être impliqué dans quelque chose. C'est la satisfaction de voir quelque chose comme une partie de soi-même. Si vous en avez la volonté, vous pouvez connaître cette satisfaction avec quasiment n'importe quoi dans votre vie. Si vous êtes engagé et impliqué dans quelque chose dans votre vie, cette satisfaction est très bien prise en charge. Ceci n'est pas une campagne contre les enfants. C'est une campagne pour les futurs enfants. Pour que les générations futures vivent bien, nous devons mener nos vies consciemment. Mener notre vie consciemment a un aspect majeur en ce moment, parce qu'on ne peut pas agrandir la planète, vous devez diminuer la population. Il n'y a pas d'autre moyen. Soit vous le faites, soit la nature va le faire. Quand la nature le fait, ça ne sera pas sympa. Ça ne sera pas sympa du tout.